La fille de la femme de ménage est restée paralysée en voyant sa photo d'enfance dans le manoir du millionnaire. L'air du domaine de la Croix sentait le cèdre ciré et les roses fraîches ce matin-là. Élise Moreau montait lentement l'escalier de marbre, un seau d'eau tiède dans une main, un chiffon plié sur l'épaule. Ses mains, rugueuses après tant d'années de travail, tremblaient légèrement. Ce n'était pas la première fois qu'elle nettoyait cette demeure imposante aux abords de Lyon. Mais aujourd'hui, quelque chose dans l'atmosphère lui donnait la chair de poule. À 32 ans, Élise avait appris à ne pas poser trop de questions. Elle faisait son travail, encaissait son salaire à la fin du mois et rentrait dans son petit studio du centre-ville. C'était suffisant, ou du moins, elle essayait de s'en convaincre, en poussant la porte du bureau privé de M. Armand Delacroix. Elle fut accueillie par ce silence particulier des pièces où l'on garde des secrets. Les murs lambrissés de bois précieux renvoyaient une odeur de tabac froid et de vieux papiers, des diplômes encadrés, des médailles sous verre, des photographies d'événements mondains tapissaient les murs. Armand Delacroix était un homme de 60 ans qui portait le poids de souvenirs qu'il ne partageait avec personne. Élise commença par les étagères, époussetant méticuleusement chaque cadre. Il y avait des photos de réceptions élégantes, de voyages en Europe, de gens souriant sous des chapeaux de paille, des vies qui lui semblaient irréelles, tellement éloignées de la sienne, puis ses yeux se posèrent sur un cadre doré, presque dissimulé derrière une pile de documents officiels. Son cœur s'arrêta. Dans ce cadre, une petite photographie délavée par le temps montrait une fillette d'environ 5 ans, les cheveux noirs attachés en 2 tresses inégales. Assise sur une balançoire en bois, elle portait une robe fleurie rapiécée aux genoux. La petite souriait, les yeux plissés par le soleil. Élise sentit l'air quitter ses poumons d'un coup. Elle connaissait cette image. Elle connaissait cette robe. Elle connaissait cette balançoire. C'était elle. Ses jambes se dérobèrent sous elle. Le chiffon glissa de son épaule et tomba mollement sur le parquet. Son cœur battait si fort qu'elle crut que toute la maison l'entendrait. Comment était-ce possible? Pourquoi un homme qu'elle connaissait à peine possédait-il une photographie de son enfance, une époque qu'elle-même avait tenté d'oublier? Elle tendit une main tremblante vers le cadre. Comme pour vérifier qu'il était bien réel et pas le fruit de son imagination, « Mademoiselle Moreau, vous vous sentez bien ?» La voix grave la fit sursauter violemment. Élise se retourna d'un bond. Armand Delacroix se tenait dans l'embrasure de la porte. Impeccable dans son costume gris anthracite, une tasse de café fumante à la main, son visage reflétait une inquiétude sincère, mais aussi quelque chose de plus profond, une reconnaissance qu'il n'osait pas nommer à voix haute. Excusez-moi. Monsieur, c'est juste que... Cette photo... Sa voix s'étrangla. Elle ne trouvait pas les mots. Comment expliquer l'impossible? Armand suivit son regard vers le cadre doré. Son expression changea instantanément. Les muscles de sa mâchoire se crispèrent. Il posa la tasse sur le bureau, avec un tremblement presque imperceptible de la main. « Vous la connaissez ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « C'est moi », murmura Élise, à peine capable de respirer. « Cette petite fille, c'est moi. » Le silence qui suivit fut épais. Chargé de questions qu'aucun des deux ne savait comment formuler, Armand ferma les yeux un instant, comme si une vague de douleur ancienne le traversait. Quand il les rouvrit, il brillait d'une humidité contenue. « Venez avec moi », dit-il finalement d'une voix étranglée. « Il faut qu'on parle. » Élise le suivit dans un petit salon adjacent, loin des oreilles indiscrètes du personnel. Ses jambes la portaient à peine. Armand lui fit signe de s'asseoir dans un fauteuil en velours bordeaux, mais resta debout, dos tourné, regardant par la fenêtre les jardins parfaitement entretenus. « Il y a 30 ans, commença-t-il lentement. J'étais un jeune homme ambitieux. Je travaillais dans la construction de routes. Je voyageais constamment à travers la France. Et puis, lors d'un de ces voyages, j'ai rencontré une femme extraordinaire. » Il se tut un instant, cherchant ses mots ou peut-être son courage. Elle s'appelait Claire. Élise sentit son sang se glacer dans ses veines. Claire, le prénom de sa mère. Non, ce n'était pas possible. « On est tombé amoureux », poursuivit Armand, la voix de plus en plus fragile. Ça a été bref, intense, réel. Mais moi, j'étais déjà fiancée à une autre. Ma famille avait arrangé mon mariage avec Isabelle Vernet, la fille d'un associé important. C'était une question d'affaires, de position sociale. Quand Claire m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'ai...
J'ai été un lâche. Sa voix se brisa complètement. Je lui ai donné de l'argent et j'ai disparu. Je me suis mariée 2 mois plus tard. Élise serrait les accoudoirs du fauteuil si fort que ses jointures étaient blanches. Les larmes brûlaient ses yeux, mais elle refusait de les laisser couler. Pas encore, pas avant de comprendre. Mais je n'ai jamais pu l'oublier, continua-t-il en se retournant enfin pour la regarder. Des années plus tard, j'ai engagé un détective privé. J'ai découvert que Claire avait eu une petite fille qui s'appelait Élise. J'ai trouvé cette photographie dans les archives d'une école primaire de Vallon-des-Prés. Je l'ai gardée comme un trésor, comme une preuve que tout n'avait pas été un mensonge. Il s'approcha d'elle, les yeux rougis. Quand j'ai voulu vous chercher, toutes les deux, c'était trop tard. Claire était morte. Et vous aviez disparu. Élise ne pouvait plus retenir ses larmes. Elles coulaient silencieusement sur ses joues. Toute sa vie, elle avait imaginé son père comme un fantôme sans visage, un homme qui n'avait pas voulu d'elle. Et maintenant, il était là, devant elle, avec son costume impeccable et ses yeux pleins de regrets. « Monsieur Delacroix », murmura-t-elle d'une voix brisée, « vous êtes en train de me dire que vous êtes... Je suis ton père, Élise. » Ces 4 mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre silencieux. Élise porta une main à sa bouche, étouffant un sanglot. 32 ans. 32 ans à vivre sans savoir. 32 ans à croire qu'elle n'avait pas été désirée. Maman, elle ne m'a jamais rien dit. Elle disait juste que tu n'avais pas pu rester, mais que tu m'avais aimée. À ta façon, Armand s'agenouilla devant elle, une position inhabituelle pour un homme de sa prestance. Je suis tellement désolée, ma fille, tellement désolée. Mais Élise se leva brusquement, reculant comme si elle avait été brûlée. Non, non, vous ne pouvez pas. Je ne suis pas votre fille, je suis juste la femme de ménage. Elle se précipita vers la porte, aveuglée par les larmes, le cœur battant à tout rompre. Armand appela derrière elle, mais elle ne s'arrêta pas. Elle dévala l'escalier, traversa le hall d'entrée sous les regards surpris du personnel et sortit dans l'air frais d'octobre. Dehors, elle s'effondra contre le mur de pierre de la demeure, sanglotant sans retenue. Son monde venait de basculer. Tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même, sur sa vie, sur son histoire, s'était effondré en quelques minutes. Elle avait un père vivant, qui l'avait cherché, qui avait gardé sa photographie pendant des décennies, et elle ne savait absolument pas quoi faire de cette vérité dévastatrice. Élise rentra chez elle dans un état second. Le trajet en bus lui parut interminable. Chaque arrêt une éternité. Les passagers autour d'elle parlaient, riaient, vivaient leur vie ordinaire pendant que la sienne venait d'exploser en 1000 morceaux. Elle regardait par la vitre sans rien voir, le reflet de son visage défait se superposant aux immeubles gris de Lyon. Son studio se trouvait au 4e étage d'un immeuble délabré du centre-ville. Pas d'ascenseur. Elle monta les marches mécaniquement, ses jambes lourdes comme du plomb. Une fois la porte refermée derrière elle, elle s'effondra sur le canapé usé qui lui servait aussi de lit. La photographie, cette maudite photographie, elle se souvenait parfaitement de ce jour-là. Elle avait 5 ans. Sa mère Claire l'avait emmenée au petit parc de Vallon-des-Prés pour son anniversaire. C'était un jour rare de bonheur pur, sans les soucis d'argent qui hantaient habituellement leur quotidien. Claire avait emprunté un appareil photo à une voisine et avait capturé ce moment. Élise sur la balançoire, riant aux éclats, insouciante. Comment cette photo s'était-elle retrouvée entre les mains d'Armand Delacroix? Les souvenirs affluèrent, impitoyables. Leur maison de Vallon-des-Prés était une construction modeste en adobe, avec un toit de tôle ondulé qui faisait un vacarme terrible les jours de pluie. Claire travaillait comme employée de maison dans les fermes environnantes, partant avant l'aube et rentrant épuisée au crépuscule. Élise se souvenait de ses mains rougies par l'eau de Javel, de ses genoux écorchés à force de frotter des sols. « Maman, pourquoi papa n'est pas avec nous ?» avait-elle demandé un jour, à l'âge de 6 ou 7 ans. Claire avait détourné le regard, comme toujours quand cette question surgissait. « Ton papa n'a pas pu rester, ma chérie, mais il t'a aimée, à sa façon, à sa façon. » Ces mots résonnaient maintenant différemment dans l'esprit d'Élise. Quelle façon? Abandonner une femme enceinte pour épouser une héritière? Disparaître pendant 32 ans? À 8 ans, elle avait arrêté de poser la question. À 15 ans, sa mère était tombée gravement malade. À 17, Élise l'avait enterrée sous un vieux prunier au cimetière du village. Seule, personne n'était venu aux funérailles.
à part la vieille Madame Bertrand qui leur louait la maison. Élise se leva brusquement, incapable de rester immobile. Elle ouvrit le tiroir de sa commode et en sortit une boîte en métal rouillé. À l'intérieur, quelques photos jaunies, le certificat de décès de sa mère et une lettre pliée en 4 qu'elle n'avait jamais eu le courage d'ouvrir complètement. Cette lettre, Claire l'avait écrite quelques jours avant de mourir. « À lire quand tu seras prête », avait-elle dit d'une voix faible. Élise avait 15 ans à l'époque. Elle ne s'était jamais sentie prête. Ses mains tremblaient en tenant l'enveloppe. Pas ce soir. Elle ne pouvait pas. C'était déjà trop. Au même moment, dans la vaste demeure du domaine de la Croix, Armand faisait les 100 pas dans son bureau. Il n'avait pas touché à son dîner. Isabelle, sa femme, l'observait depuis l'embrasure de la porte, avec cette expression froide qu'elle maîtrisait si bien. « Tu comptes m'expliquer ce qui se passe ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale. Le personnel murmure. « Apparemment, tu as fait pleurer la femme de ménage. » Armand se retourna lentement. Pendant 30 ans de mariage, il avait gardé ce secret enfoui au plus profond de lui-même. Isabelle n'avait jamais su. Personne n'avait su. Mais maintenant, tout allait changer. « Isabelle, il faut qu'on parle. » « Visiblement, » répliqua-t-elle en entrant dans la pièce, les bras croisés sur sa robe de soirée impeccable. Armand prit une longue inspiration. Il n'y avait pas de façon douce de le dire. « Avant notre mariage, j'ai eu une liaison avec une femme nommée Claire Moreau. Elle est tombée enceinte, j'ai tout abandonné, je l'ai abandonnée. Et aujourd'hui, sa fille travaille dans cette maison. Élise est ma fille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Isabelle ne sia pas. Pas un muscle de son visage ne bougea. C'était cette capacité à transformer ses émotions en glace qui avait fait d'elle une épouse parfaite pour la haute société lyonnaise. « Tu plaisantes ?» dit-elle finalement. Mais ce n'était pas une question. J'ai fait faire un test ADN il y a quelques années. Quand je l'ai retrouvé, les résultats sont irréfutables. Isabelle émit un rire court, sans aucune joie. Un test ADN, quelle prévoyance. Et tu comptes faire quoi exactement ? La présenter à nos amis lors du prochain dîner. Voici ma fille illégitime. Vous prendrez bien une coupe de champagne. Je compte la reconnaître légalement. Cette fois, quelque chose se fissura dans le masque d'Isabelle. Ses yeux se rétrécirent. Dangereux. Tu vas reconnaître une bâtarde et détruire tout ce qu'on a construit pendant 30 ans. Notre réputation. L'avenir de Tristan. Tristan aura toujours sa place, rétorqua Armand fermement. Mais Élise a des droits. Elle est ma fille autant que lui. Elle n'est rien, cracha Isabelle avec un venin qu'elle ne prenait même plus la peine de dissimuler. Une opportuniste qui débarque avec une histoire larmoyante. Tu es pathétique, Armand. Tu as toujours été pathétique. Elle sortit en claquant la porte si fort que les cadres sur les murs tremblèrent. Armand se laissa tomber dans son fauteuil, le visage entre les mains. Il savait que ça ne serait pas facile, mais il devait le faire. Il devait réparer cette erreur, même 30 ans trop tard, dans sa chambre à l'autre bout de la propriété. Tristan de la Croix raccrocha son téléphone avec un sourire mauvais. Sa mère venait de tout lui raconter. Une demi-sœur, une menace directe sur son héritage. À 35 ans, Tristan n'avait jamais vraiment travaillé. Pourquoi le faire quand l'argent de papa coulait à flot ? Il vivait de l'argent familial, des placements, des dividendes. L'idée qu'une inconnue puisse mettre en péril ce mode de vie lui était insupportable. Il alluma son ordinateur et tapa rapidement un email à Maître Renaud, l'avocat de la famille. Il fallait agir vite, bloquer toute tentative de reconnaissance, protéger le patrimoine. Élise Moreau. Il se souvenait à peine d'elle, une femme discrète qui nettoyait les sols et disparaissait ensuite. Et maintenant, elle prétendait être une de la Croix. Jamais. Le lendemain matin, Élise ne retourna pas au domaine. Elle appela en prétextant une maladie. Elle ne savait pas quoi dire à Armand, comment le regarder en face. « Père », ce mot lui semblait étranger. Impossible à prononcer, elle passa la journée à errer dans son appartement, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. En fin d'après-midi, on frappa à sa porte. Elle sursauta, le cœur battant. En ouvrant, elle trouva un livreur tenant une grande enveloppe Kraft. « Mademoiselle Moreau, colis pour vous ». Elle signa machinalement et referma la porte, à l'intérieur de l'enveloppe. Une lettre manuscrite sur papier épais. L'écriture était élégante, soignée. « Chère Élise,
Je comprends que tu aies besoin de temps. Je n'attends pas ton pardon. Je ne le mérite pas. Mais s'il te plaît, permets-moi de t'expliquer. Pas pour me justifier, mais pour que tu saches la vérité. Ta mère était la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Je l'ai trahie, et je t'ai trahi. C'est une faute que je porterai jusqu'à mon dernier souffle. Mais tu dois savoir une chose. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Cette photographie que tu as vue, c'est tout ce que j'avais de toi. Et ce n'était pas assez. Ça ne l'a jamais été. Quand tu seras prête à me parler, je serai là, ton père. Armand. Élise relut la lettre 3 fois, les larmes brouillant sa vision. Elle ne savait toujours pas quoi ressentir. De la colère, de la tristesse, du soulagement. Peut-être tout cela à la fois. Elle regarda par la fenêtre le ciel qui s'assombrissait sur Lyon. Quelque part dans cette ville, un homme qu'elle avait servi comme employé de maison était son père. Et quelque part dans cette même ville, une famille entière allait bientôt découvrir son existence. Sa vie ne serait plus jamais la même. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la révélation. 2 semaines pendant lesquelles Élise avait évité le domaine de la Croix, prétextant une grippe persistante. Mais l'argent manquait, et elle ne pouvait pas fuir éternellement. Ce lundi matin, elle franchit à nouveau les grilles de la propriété, le cœur lourd d'appréhension. Armand l'attendait dans le vestibule. Il avait l'air épuisé, des cernes violacées sous les yeux, mais son regard s'illumina en la voyant. « Élise, tu es revenue ? J'ai besoin de travailler, monsieur, » répondit-elle doucement, gardant une distance respectueuse. « Non, pas monsieur, Armand, ou, si tu préfères, papa. » Le mot resta suspendu entre eux comme une promesse fragile. Élise détourna les yeux. « Je ne suis pas encore prête pour ça. Je comprends, mais il faut qu'on parle. J'ai pris des dispositions. » Il l'emmena dans son bureau, fermant soigneusement la porte derrière eux. Sur la table en acajou reposait une enveloppe scellée avec le logo d'un laboratoire médical. « Test ADN », expliqua-t-il. « Effectué il y a 2 ans quand je t'ai retrouvé. Les résultats sont formels. 99,9% de certitude. Tu es ma fille biologique, Élise. » Elle fixa l'enveloppe sans oser la toucher. C'était la preuve scientifique de ce que son cœur savait déjà. Pourquoi avoir attendu 2 ans pour me le dire ? J'étais lâche, admit-il avec une franchise brutale. J'avais peur de ta réaction, peur de détruire ta vie, mais quand je t'ai vue avec cette photographie, je n'ai plus pu continuer à mentir. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je veux te reconnaître légalement. Je veux modifier mon testament pour t'inclure comme héritière. Je veux réparer, autant que possible, ce que j'ai détruit. Élise s'assit lentement, les jambes soudain faibles. Votre famille. Ils sont au courant, je leur ai dit, Isabelle et Tristan savent, et ils sont d'accord. Le silence d'Armand fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Cette même après-midi, Armand convoqua une réunion familiale dans le grand salon. L'atmosphère était électrique. Isabelle trônait sur le canapé de velours comme une reine offensée, vêtue d'un tailleur noir qui accentuait la dureté de ses traits. Tristan se tenait debout près de la cheminée, les bras croisés, le visage fermé. Élise entra la dernière. Intimidée par le faste de la pièce, les lustres de cristal, les tableaux de maître, les tapis persans, tout respirait une richesse qui lui était étrangère. Elle s'assit sur une chaise près de la porte, comme si elle voulait pouvoir s'échapper rapidement. « Bien, » commença Armand d'une voix ferme. « Vous savez tous pourquoi nous sommes là. J'ai pris une décision et je tenais à vous en informer officiellement, comme si on avait notre mot à dire, » cracha Tristan avec mépris. Armand l'ignora et continua. « Élise Moreau est ma fille. Les tests ADN le confirment sans le moindre doute. Je vais entamer les démarches légales pour la reconnaître et modifier mon testament en conséquence. » Isabelle émit un petit rire glacial. « Tu es prêt à détruire cette famille pour une erreur de jeunesse. Très chevaleresque de ta part. Ce n'est pas une erreur, Isabelle. C'est ma fille. Elle a autant de droits que Tristan sur mon patrimoine. » Tristan explosa. « C'est ridicule. Cette femme débarque de nulle part avec une histoire larmoyante et tu t'empresses de tout lui donner. Elle nous a tous manipulés. » « Je n'ai rien manipulé du tout, » intervint Élise d'une voix tremblante mais ferme. « Je ne savais même pas que Monsieur Delacroix était mon père avant de voir cette photographie. »« Bien sûr, » ricana Tristan, « et on est censé te croire sur parole. Tu as vu une occasion en or et tu l'as saisie, malin. Je dois l'admettre. »« Ça suffit, » tonna Armand.
Je ne tolérerai aucune insulte envers Élise dans cette maison. » Isabelle se leva gracieusement, lissant sa jupe. « Très bien, Armand, si tu veux jouer à ce petit jeu. »« Libre à toi, mais sache une chose. Je ne laisserai pas une bâtarde s'approprier ce qui revient légitimement à notre fils. Je me battrai, avec tous les moyens dont je dispose. » Elle sortit du salon sans un regard en arrière. Tristan la suivit, non sans avoir lancé un dernier regard noir à Élise. Une fois seul, Armand se laissa tomber dans un fauteuil. Soudain très vieux. « Je suis désolé que tu aies eu à subir ça. Ils ont raison sur un point, » murmura Élise. « Je détruis votre famille. Non, c'est moi qui ai détruit cette famille, il y a 30 ans. Je ne fais que commencer à réparer mes erreurs. » Les jours suivants furent un cauchemar. Isabelle lança une campagne de diffamation aussi subtile qu'efficace. Elle distilla le venin goutte à goutte parmi le personnel, les amis, les relations d'affaires. Vous savez, cette nouvelle employée, il paraît qu'elle aurait des vues sur la fortune des Delacroix. Pauvre Armand, il est si naïf parfois. J'ai entendu dire qu'elle avait falsifié des documents, des photos d'enfance, soi-disant, mais qui peut vérifier. Entre nous, elle était déjà là depuis des mois avant cette soudaine révélation. Étrange coïncidence, n'est-ce pas? Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Au marché, Élise sentait les regards peser sur elle. Chez le boulanger, les conversations s'arrêtaient à son passage. Même Madame Girard, sa voisine de palier habituellement si gentille, évitait maintenant de la croiser dans l'escalier. Un après-midi, alors qu'Élise nettoyait la bibliothèque du domaine, elle surprit 2 employés qui chuchotèrent dans le couloir. « Tu as vu comment elle se comporte maintenant ? Comme si elle était déjà propriétaire des lieux. Ma pauvre, elle va vite déchanter. Madame Isabelle ne la laissera jamais s'en tirer. » Élise sortit de la pièce, les joues brûlantes. Les 2 femmes eurent au moins la décence de paraître embarrassées. Pendant ce temps, Tristan n'était pas resté les bras croisés. Il avait rencontré Maître Renaud dans son cabinet discret du centre-ville. « Je veux bloquer cette reconnaissance, » dit-il sans préambule. « Utilisez tous les moyens légaux possibles. » L'avocat, un homme aux cheveux grisonnants et aux manières onctueuses, joignit les mains sur son bureau. « C'est délicat. Si le test ADN est authentique, trouvez une faille. Contestez la procédure. Dites que le test a été falsifié. N'importe quoi. Cela coûtera cher. Et il n'y a aucune garantie de succès. Je me fiche du prix. Je veux que cette femme disparaisse de nos vies. » Maître Renaud acquiesça lentement, déjà en train de calculer ses honoraires. « Très bien. Je vais étudier le dossier et préparer une stratégie d'opposition. Mais monsieur Delacroix, si je peux me permettre un conseil, quoi ? Parfois, les batailles judiciaires ne suffisent pas. Il faut aussi décourager l'adversaire par d'autres moyens. » Tristan comprit parfaitement l'allusion. Un sourire froid étira ses lèvres. « Je m'en occupe. » Le vendredi soir, Armand invita Élise à dîner dans un restaurant discret de la presqu'île. C'était leur première vraie conversation depuis la révélation, loin des oreilles indiscrètes et des regards hostiles. « Comment tu tiens le coup ?» demanda-t-il avec sollicitude. « Je ne sais pas, » avoua Élise en jouant nerveusement avec sa serviette. « Tout le monde me regarde comme si j'étais une criminelle. Les gens que je croyais mes amis m'évitent. Isabelle est très efficace pour salir les réputations. C'est son arme favorite. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je ne devrais pas. »« Non, » l'interrompit fermement Armand. « Tu as le droit de savoir qui tu es. Tu as le droit d'exister en tant que ma fille. Je ne te laisserai pas renoncer. » Élise le regarda vraiment pour la première fois depuis des jours. Cet homme était son père. Son père. Cette vérité semblait encore irréelle. « Tu ressembles tellement à ta mère, » murmura Armand, les yeux brillants, la même détermination tranquille, la même bonté. « Parle-moi d'elle, de votre histoire. » Alors Armand raconta leur rencontre dans un petit café d'Auvergne, les promenades au bord de la rivière, les promesses murmurées, et puis la lâcheté, le mariage arrangé, l'abandon. « Je n'ai jamais cessé de l'aimer, » admit-il, même marié à Isabelle, même des décennies plus tard. Claire a été le seul vrai amour de ma vie. Élise sentit les larmes monter. Sa mère avait emporté cette histoire dans sa tombe, protégeant jusqu'au bout l'homme qui l'avait abandonnée. Elle t'aimait aussi, dit-elle doucement. Elle ne parlait jamais mal de toi. Ils restèrent longtemps dans ce restaurant, tissant des liens fragiles entre passé et présent, entre regret et espoir. Mais dehors, dans l'ombre, la tempête se préparait, et Élise n'avait aucune idée de la violence qu'elle allait déchaîner.
Le mardi suivant commença comme un jour ordinaire. Élise quitta son appartement en fin d'après-midi, après avoir terminé un ménage chez une cliente du quartier de la Croix-Rousse. Le ciel de novembre était chargé de nuages gris, et une bruine fine rendait les trottoirs glissants. Elle remonta le col de son manteau élimé et se dirigea vers l'arrêt de bus. La rue était étrangement déserte pour cette heure. Les boutiques commençaient à fermer, leurs vitrines s'éteignant une à une. Élise pressa le pas, une sensation désagréable lui nouant l'estomac. Elle avait appris, pendant ces années difficiles, à faire confiance à son instinct. Et là, quelque chose clochait. Elle entendit des pas derrière elle, rapides, déterminés, avant qu'elle puisse se retourner. Une main puissante l'agrippa par l'épaule et la projeta violemment contre le mur d'une ruelle adjacente. Son sac tomba au sol dans un bruit sourd. 2 hommes l'encadraient maintenant, le visage dissimulé par des écharpes remontées jusqu'aux yeux. « S'il vous plaît, prenez ce que vous voulez », balbutia Élise, le cœur battant à tout rompre. Le plus grand des deux se pencha vers elle, son haleine empestant le tabac froid. « Oh, on s'en fout de ton argent », siffla-t-il. « C'est juste un avertissement. Reste loin du vieux de la Croix. Ou la prochaine fois, ça sera beaucoup plus désagréable. » « Je ne... » L'homme la plaqua plus fort contre le mur, lui coupant le souffle. « On se fout de tes excuses. Tu dégages de cette famille, tu comprends? Tu retournes dans ton trou et tu disparais. Sinon, il sortit un couteau à cran d'arrêt, la lame brillant faiblement sous la lumière d'un réverbère. Sinon, on reviendra, et on sera moins aimable. » Le second homme ramassa son sac, en vida le contenu sur le pavé mouillé et écrasa délibérément son téléphone sous sa semelle, puis ils partirent en courant, la laissant tremblante et sonnée. Élise glissa le long du mur, ses jambes ne la portant plus, ses mains tremblaient violemment. Une douleur sourde irradiait de son épaule, là où elle avait heurté la pierre. Elle resta là plusieurs minutes, incapable de bouger, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Quand elle parvint enfin à se relever, elle rassembla tant bien que mal ses affaires éparpillées, son portefeuille vidé, ses clés, les débris de son téléphone. Elle rentra chez elle en marchant, trop bouleversée pour attendre le bus, trop terrifiée pour rester immobile. Dans son appartement, Élise se recroquevilla sur son canapé, enveloppée dans une couverture. Son épaule la faisait souffrir. Elle avait des écorchures aux mains, mais c'était la peur qui la paralysait vraiment. Ces hommes n'étaient pas de simples voleurs. Ils avaient été envoyés par qui? Isabelle, Tristan, les deux. Elle pensa appeler la police. Mais qu'est-ce qu'elle leur dirait? 2 hommes masqués l'avaient menacée dans une ruelle, sans témoin, sans preuve, sans même un téléphone pour enregistrer quoi que ce soit. Et puis, une partie d'elle se demandait si ces hommes n'avaient pas raison. Peut-être devrait-elle simplement abandonner, disparaître, retourner à sa vie simple et anonyme. Au moins, elle serait en sécurité. Elle repensa à la lettre d'Armand, à son regard plein de regrets, à toutes ces années perdues. Puis elle pensa à sa mère, Claire, qui avait travaillé jusqu'à l'épuisement pour lui donner une vie décente, qui n'avait jamais demandé l'aide d'Armand, qui avait gardé sa dignité malgré l'abandon. Fuir, ce serait trahir la mémoire de sa mère. Non, elle resterait, elle se battrait. Le lendemain matin, Élise se présenta au domaine de la Croix malgré ses bleus et sa nuit blanche. Armand fut horrifié en la voyant. « Mon Dieu, Élise, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle lui raconta l'agression, les menaces, le téléphone brisé, à mesure qu'elle parlait. Le visage d'Armand s'assombrissait. « C'est Tristan, gronda-t-il. J'en suis certain. Ou Isabelle, peut-être les deux. Vous ne pouvez pas le prouver. Je n'ai pas besoin de preuves. Je les connais. Ils sont capables de ça. » Il sortit son téléphone et composa un numéro avec des gestes brusques. « Tristan, dans mon bureau, immédiatement. » 10 minutes plus tard, Tristan entra d'un pas nonchalant, un sourire arrogant aux lèvres. Ce sourire s'effaça légèrement quand il vit Élise. « Qu'est-ce qu'elle fait encore là ? Assieds-toi » ordonna Armand d'une voix dangereusement calme. Tristan obtempéra, croisant les jambes avec désinvolture. Élise a été agressée hier soir. 2 hommes l'ont menacée, lui ont ordonné de s'éloigner de cette famille. Et alors, c'est Lyon. Il y a de la criminalité partout. Ça n'a rien à voir avec nous. Ne me prends pas pour un imbécile, Tristan. Je sais que tu es derrière ça. Tu sais quoi exactement? Tu as des preuves. Le ton de Tristan était provocateur, presque amusé. Élise sentit la nausée monter.
Il ne niait même pas vraiment. Armand se leva brusquement, contournant le bureau pour se planter devant son fils. « Je te préviens une seule fois. Si quelque chose arrive à Élise, n'importe quoi, je te déshérite entièrement. Tu te retrouveras sans un centime. Tu m'entends ? Pour la première fois. » Une lueur d'inquiétude passa dans les yeux de Tristan. « Tu ne ferais pas ça. Et c'est moi. » Le silence qui suivit fut lourd de menaces non formulées. Finalement, Tristan se leva et se dirigea vers la porte, avant de sortir. Il se retourna vers Élise. « Tu crois avoir gagné ? Profite bien de ton petit triomphe. Ça ne durera pas. » La porte claqua derrière lui. Armand insista pour qu'Élise porte plainte. Ils se rendirent ensemble au commissariat du 6e arrondissement où un jeune policier prit sa déposition avec une expression de sympathie professionnelle. « Sans témoin ni indice, on ne pourra pas faire grand-chose, » admit-il après avoir tout noté. « Mais au moins, c'est enregistré. Si d'autres incidents se produisent, ça établira un pattern. »« D'autres incidents ?» répéta Élise d'une voix blanche. « Vous pensez qu'il y en aura d'autres ?» Le policier échangea un regard avec Armand, mais ne répondit pas directement. En sortant du commissariat, Armand prit une décision. « Tu ne peux pas rester seul dans ton appartement. C'est trop dangereux. Je n'ai nulle part où aller. Tu vas t'installer au domaine. Dans l'aile est, loin d'Isabelle et Tristan, j'engagerai également un garde de sécurité pour te protéger. »« Non, » protesta Élise. « Ça ne fera qu'empirer les choses. Ils me détestent déjà. Imaginez si je vis sous leur toit. Je me fiche de ce qu'ils pensent. Ta sécurité passe avant tout. » Élise voulut argumenter. Mais elle croisa le regard d'Armand. Un regard de père. Un regard qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Un regard qui disait « Je ne te laisserai pas tomber cette fois. »« D'accord, » murmura-t-elle finalement. L'installation d'Élise au domaine fit l'effet d'une bombe. Isabelle refusa catégoriquement de lui adresser la parole, passant devant elle dans les couloirs comme si elle n'existait pas. Tristan, lui, la fixait avec une hostilité à peine contenue chaque fois qu'ils se croisaient. Le personnel était divisé. Certains, comme la vieille Madame Roussel qui travaillait pour les Delacroix depuis 40 ans, montrèrent de la compassion à Élise. D'autres, influencés par Isabelle, la traitaient avec froideur. « Ne fais pas attention à eux », lui conseilla Madame Roussel un soir en lui apportant du thé. « Les gens ont peur du changement. Mais moi, j'ai vu Monsieur Armand regarder cette photographie pendant des années. Je savais qu'il cachait quelque chose. Et maintenant, je comprends. Tu es sa fille. Ça se voit dans ses yeux quand il te regarde. » Ces mots réchauffèrent le cœur d'Élise. Au moins, quelqu'un ici ne la considérait pas comme une intruse. Mais les nuits étaient difficiles. Dans cette immense chambre aux meubles anciens, Élise se sentait perdue. Elle pensait à son petit studio, à sa vie simple. Tout était devenu tellement compliqué. Un soir, alors qu'elle ne trouvait pas le sommeil, elle descendit dans la bibliothèque. Elle s'arrêta net en voyant de la lumière sous la porte du bureau d'Armand. Elle frappa doucement. « Entre », dit la voix d'Armand. Il était assis à son bureau, entouré de documents, l'air épuisé. « Tu ne dors pas non plus ?» demanda-t-il avec un faible sourire. « Je n'arrive pas. Trop de choses dans la tête. »« Je comprends. Assieds-toi. » Élise s'installa dans le fauteuil en face de lui. Pendant un long moment, ils restèrent en silence, partageant cette insomnie et ses tourments. « Tu regrettes ?» demanda finalement Armand, « d'avoir découvert la vérité ?» Élise réfléchit longuement avant de répondre. « Non, mais j'aurais aimé que ce soit plus simple. Moi aussi, ma fille. Moi aussi. » C'était la première fois qu'il l'appelait ainsi. « Ma fille. » 2 mots simples qui contenaient 32 ans d'absence et l'espoir fragile d'un avenir ensemble. Les semaines passèrent dans une tension palpable. Armand avait engagé un détective privé, M. Garnier, pour enquêter discrètement sur les activités de Tristan et d'Isabelle. Parallèlement, les démarches légales pour la reconnaissance d'Élise avançaient lentement, entravées par les multiples recours déposés par Maître Renaud. Un matin de décembre, alors qu'une neige fine tombait sur Lyon, M. Garnier se présenta au domaine avec un dossier épais sous le bras. Son expression grave fit comprendre à Armand qu'il avait découvert quelque chose d'important. Ils se réunirent dans le bureau. Élise présente à la demande d'Armand. Le détective ouvrit son dossier avec des gestes méthodiques. « Monsieur Delacroix, ce que j'ai découvert va au-delà de ce que vous m'aviez demandé d'investiguer. Je vous écoute. Il y a 23 ans, peu après votre mariage avec Madame Isabelle, elle a engagé une agence de détectives privée,
Voici les factures que j'ai réussi à obtenir. » Il étala plusieurs documents jaunis sur le bureau. Armand les parcourut, son visage devenant de plus en plus pâle. Elle me faisait suivre, pas seulement vous. Elle cherchait des informations sur votre passé. Et elle a trouvé Claire Moreau. Élise sentit son sang se glacer. Isabelle savait, depuis le début. Monsieur Garnier sortit une autre liasse de documents. Voici des relevés bancaires, entre 1993 et 2008. Madame Isabelle a effectué des virements réguliers sur un compte au nom de Claire Moreau, des sommes modestes, jamais plus de 300 € à la fois, suffisamment discrètes pour passer inaperçues dans les finances du couple. Armand se leva brusquement, faisant tomber sa chaise. Elle envoyait de l'argent à Claire, pendant 15 ans. Oui, mais ce n'était pas de la charité, monsieur. J'ai trouvé également ceci. Le détective tendit une lettre, protégée dans une pochette plastique. L'écriture était élégante. Presque calligraphiée, Armand la lut à voix haute, sa voix tremblant de rage contenue. « Madame Moreau, vous trouverez 6 juin la somme convenue. J'espère que cela suffira à maintenir votre discrétion concernant votre situation. Mon mari n'a pas besoin de savoir que vous existez, ni que votre enfant existe. Ce serait douloureux pour lui de découvrir son erreur de jeunesse. Je suis certaine que vous comprenez. Tant que vous restez à distance et que vous ne tentez aucun contact, ces versements continueront. Dans le cas contraire, je me verrai obligée de prendre des mesures plus définitives, cordialement, I.D. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Élise avait les mains plaquées sur sa bouche, les larmes coulant librement. Armand était livide, ses mains serrant le bord du bureau si fort que ses jointures étaient blanches. « Elle savait, » murmura-t-il. « Elle a toujours su, et elle a acheté le silence de Claire pendant des années. Il y a autre chose. » ajouta doucement le détective. J'ai retrouvé des lettres de Claire dans les archives d'un notaire de Vallon-des-Prés. Elle les avait déposées là avant sa mort, avec instruction de les remettre à sa fille, si celle-ci les réclamait un jour. Il tendit à Élise une enveloppe scellée, jaunie par le temps, les mains tremblantes. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, plusieurs lettres manuscrites. Elle en lut une au hasard, la voix brisée. « Ma chère Élise, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour te le dire de vive voix. Je veux que tu saches la vérité sur ton père. Armand Delacroix était un homme bon, qui a fait un mauvais choix. Je l'ai aimé profondément, et je sais qu'il m'aimait aussi. Mais le monde dans lequel il vivait ne laissait pas de place à notre amour. Une femme m'a contacté après ta naissance. Elle m'a offert de l'argent pour mon silence. J'ai d'abord refusé. Mais quand tu as eu 2 ans, et que je ne trouvais plus de travail, j'ai accepté. Pas pour moi, mais pour toi. Pour que tu aies à manger, des vêtements, une chance d'aller à l'école. Mais je n'ai jamais voulu l'argent d'Armand. Je voulais juste qu'il te connaisse. Cette femme m'a menacée. Elle a dit que si je contactais Armand, elle détruirait ma vie et la tienne. J'ai eu peur. J'ai été lâche. Pardonne-moi, ma chérie. J'aurais dû être plus forte. Maman. » Élise éclata en sanglots. Armand contourna le bureau et la prit dans ses bras pour la première fois, comme un père console son enfant. Elle s'accrocha à lui, libérant des années de douleur, de questions sans réponse, de manque. Elle savait, répétait Élise entre 2 sanglots. Maman savait que tu me cherchais, mais elle avait trop peur. Et Isabelle l'a maintenue dans cette peur pendant 15 ans, dit Armand d'une voix remplie de rage froide. Elle nous a volé 15 ans. 15 ans où j'aurais pu te connaître, où Claire aurait pu vivre sans terreur. Monsieur Garnier toussa poliment. Il y a un dernier élément, monsieur. Les virements ont cessé en 2008. 3 ans avant la mort de Madame Moreau. J'ai vérifié. C'est exactement quand sa maladie s'est déclarée. Madame Isabelle a coupé les versements au moment où Claire en avait le plus besoin. La révélation fut comme un coup de poignard supplémentaire. Isabelle n'avait pas seulement acheté le silence de Claire, elle l'avait abandonné à son sort quand elle était devenue trop malade pour constituer une menace. Armand se redressa, essuyant rageusement ses propres larmes. « Merci, monsieur Garnier. Vous avez fait un travail remarquable. Envoyez-moi votre facture et ajoutez un généreux bonus. » Une fois le détective parti, Armand et Élise restèrent longtemps silencieux, digérant l'ampleur de la trahison d'Isabelle. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda finalement Élise. « Je vais confronter cette femme, et ensuite, je vais m'assurer qu'elle ne puisse plus jamais faire de mal à personne. » La confrontation eut lieu le soir même. Armand convoqua Isabelle dans le grand salon, avec Élise comme témoin.
Tristan était également présent, convoqué par sa mère qui sentait la tempête approcher. Isabelle entra avec son arrogance habituelle, mais quelque chose dans l'expression d'Armand la fit hésiter. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» demanda-t-elle d'un ton cassant. Armand jeta le dossier du détective sur la table basse. Les documents s'éparpillèrent. Factures, relevés bancaires, lettres, 23 ans, dit-il d'une voix dangereusement calme. Pendant 23 ans, tu as su. Tu savais pour Claire. Tu savais pour Élise. Et tu as délibérément maintenu le silence ? Isabelle blêmit légèrement mais ne perdit pas contenance. Je protégeais notre famille. Tu protégeais quoi ? Exactement. Tu as acheté le silence d'une femme vulnérable. Tu l'as menacée, et quand elle est tombée malade, tu l'as laissée mourir dans la misère. Cette femme n'était rien pour nous. Cette femme était la mère de ma fille, hurla Armand, perdant enfin son sang-froid. Et toi, tu l'as terrorisée pendant des années. Tristan se leva, mal à l'aise. Maman, c'est vrai ? Isabelle se tourna vers son fils, cherchant du soutien. J'ai fait ce qui était nécessaire pour préserver ton avenir, pour que cette bâtarde et sa mère ne viennent pas détruire ce que nous avions construit, en mentant pendant des décennies, en manipulant tout le monde. Pour te protéger, oui. Mais Tristan ne la regardait plus de la même façon. Quelque chose s'était brisé dans sa perception de sa mère. Armand ramassa les documents méthodiquement. Demain matin, je contacte mon avocat pour engager une procédure de divorce. Tu quitteras cette maison dans les 30 jours. Tu recevras ce que le contrat de mariage stipule, pas un centime de plus. Et si tu tentes quoi que ce soit contre Élise, je m'assurerai que tout ceci devienne public. Ta réputation sera détruite. Isabelle le fixa avec une haine pure. Tu me menaces. Non, je te promets. Pour la première fois de sa vie, Isabelle Delacroix n'eut rien à répliquer. Elle quitta la pièce dans un silence glacial, suivi par Tristan qui semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Élise et Armand restèrent seuls. Il s'assit lourdement, soudain épuisé. « Merci », murmura Élise. « Pourquoi ? Pour avoir choisi. Pour avoir enfin choisi. » Armand lui prit la main. « J'aurais dû le faire il y a 32 ans. » Les révélations sur la manipulation d'Isabelle se répandirent comme une traînée de poudre. D'abord au sein du personnel du domaine, puis progressivement dans les cercles sociaux de Lyon, la ville n'était pas si grande. Et les secrets des familles fortunées constituaient une monnaie d'échange précieuse dans les salons bourgeois. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu de se retourner contre Élise, l'opinion publique commença à basculer en sa faveur. Le premier à se manifester fut M. Beaumont, un entrepreneur de travaux publics, qui avait employé Élise 2 ans auparavant pour l'entretien de ses bureaux. Il se présenta au domaine un mardi matin, demandant à parler à Armand. Dans le bureau, il se tint droit, presque militaire malgré ses 70 ans. « Monsieur Delacroix, je ne vous connais pas personnellement, mais je connais votre fille. Elle a travaillé pour moi pendant 8 mois. C'est une jeune femme intègre, travailleuse, d'une honnêteté rare. Quand j'ai lu dans les journaux qu'on la traitait d'opportuniste, ça m'a mis hors de moi. » Il sortit une enveloppe de sa veste. « J'ai préparé une déclaration écrite attestant de son caractère. Si vous en avez besoin pour la procédure judiciaire, je témoignerai volontiers. » Armand serra la main du vieil homme avec émotion. « Merci, monsieur. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente. »« Si, je peux. J'ai moi-même une fille. Si quelqu'un la traitait comme on traite la vôtre. Je voudrais que des gens se lèvent pour la défendre. » Ce fut le début d'un mouvement inattendu. Dans les jours qui suivirent, d'autres personnes sortirent de l'ombre. Madame Girard, la voisine de palier d'Élise qu'il avait évitée pendant des semaines, sonna à son ancienne porte avec un cake fait maison et des excuses sincères. « J'ai eu honte de moi », avoua-t-elle, les yeux rougis. « J'ai cru les rumeurs sans réfléchir. Mais hier, j'ai parlé avec Madame Beaumont au marché. Elle m'a raconté la vraie histoire. Je suis tellement désolée, ma petite. » Élise la serra dans ses bras, émue aux larmes. « Ce n'est rien, Madame Girard. Vraiment. Si, c'est quelque chose. Tu as toujours été gentille avec moi, même quand je n'avais rien à te donner en retour. Et moi, je t'ai tourné le dos dès que les choses se sont compliquées. C'est impardonnable. Au domaine, le changement fut encore plus marqué. Madame Roussel, la gouvernante, organisa une réunion informelle avec le personnel dans la grande cuisine. « Écoutez-moi tous, » dit-elle d'une voix ferme qui ne tolérait aucune contradiction. « Beaucoup d'entre vous ont dit des choses méchantes sur mademoiselle Élise.
Vous avez répété les mensonges de Madame Isabelle sans réfléchir. Moi, je travaille dans cette maison depuis 40 ans. J'ai vu Monsieur Armand regarder cette photographie des milliers de fois. Je l'ai vu pleurer en silence. Je savais qu'il cachait quelque chose. Elle balaya l'assemblée du regard. Cette jeune femme est sa fille. Une fille qu'il a cherchée pendant des années. Et au lieu de la soutenir, vous l'avez jugée. Vous devriez avoir honte. Un jeune jardinier, Thomas, leva timidement la main. Madame Roussel a raison. Moi aussi. J'ai dit des choses, mais j'ai réfléchi. Mademoiselle Élise n'a jamais demandé d'argent. Elle n'a rien exigé. Elle continuait même à travailler comme avant. Ça ne colle pas avec l'image d'une opportuniste. D'autres acquiescèrent. Petit à petit, les langues se délièrent. Chacun commença à raconter ses propres interactions avec Élise. Sa gentillesse, son humilité, sa discrétion, une image très différente de celle qu'Isabelle avait tenté d'imposer. La semaine suivante, un article parut dans Le Progrès. Le journal local, un journaliste d'investigation, Monsieur Arnaud, avait creusé l'histoire après avoir entendu des rumeurs contradictoires dans un café. L'article, titré « La fille retrouvée, une histoire de manipulation et de rédemption », racontait l'histoire d'Élise avec une exactitude troublante. Il détaillait l'abandon de Claire, les années de silence d'Armand, les manipulations d'Isabelle, et maintenant la reconnaissance paternelle. Mais ce qui fit vraiment la différence, c'étaient les témoignages. Monsieur Beaumont y figurait, ainsi que Madame Roussel, plusieurs anciens employeurs d'Élise, et même le curé de Vallon-des-Prés qui se souvenait de Claire Moreau. Claire était une femme remarquable, déclarait-il dans l'article. Elle a élevé sa fille seule, dans des conditions difficiles, sans jamais se plaindre, sans jamais dire du mal du père absent. Elle m'avait confié une fois qu'elle espérait qu'un jour, Élise connaîtrait son père. C'est une prière qui a finalement été exaucée. L'article se terminait par une phrase qui fit le tour de Lyon. Dans une société qui juge trop vite et condamne trop facilement, l'histoire d'Élise Moreau nous rappelle que la vérité finit toujours par émerger et que la bonté d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque. Les réactions furent immédiates. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des inconnus commencèrent à envoyer des messages de soutien au domaine. Une pétition en ligne demandant la reconnaissance légale d'Élise récolta plus de 15 000 signatures en 3 jours, mais le témoignage le plus bouleversant vint d'une source inattendue. Un soir, alors qu'Élise et Armand dînaient tranquillement, Madame Roussel entra dans la salle à manger, l'air grave. « Pardon de vous déranger, monsieur, mais il y a quelqu'un qui insiste pour vous voir. C'est monsieur Tristan. » Armand et Élise échangèrent un regard surpris. Depuis la confrontation avec Isabelle, Tristan n'avait plus adressé la parole à son père. Il avait quitté le domaine pour s'installer dans un appartement du centre-ville. « Faites-le entrer », dit Armand après une hésitation. Tristan entra, visiblement mal à l'aise. Il avait maigri, des cernes sombres sous les yeux. Il ne ressemblait plus au jeune homme arrogant qui avait menacé Élise quelques semaines plus tôt. « Papa », commença-t-il d'une voix hésitante, « je peux te parler, en privé, tout ce que tu as à me dire. Tu peux le dire devant Élise, c'est ma fille. » Tristan déglutit péniblement, puis hocha la tête. Il s'assit lourdement, les mains tremblantes. « J'ai fait des choses terribles. Les hommes qui ont agressé Élise, c'était moi. Je les ai engagés. Je voulais lui faire peur pour qu'elle parte. » Élise sentit son sang se glacer, mais Armand posa une main apaisante sur la sienne. « Continue, » dit-il d'une voix neutre. « J'ai aussi essayé de soudoyer des témoins, de falsifier des documents. Tout ce que maître Renaud suggérait, je le faisais sans réfléchir. J'avais tellement peur de perdre mon héritage que je ne voyais plus qui j'étais devenue. Les larmes coulaient, maintenant librement sur son visage. Et puis, j'ai lu cet article dans le journal. Tous ces gens qui témoignaient pour Élise, son ancien employeur qui disait qu'elle était la personne la plus honnête qu'il ait rencontrée, Madame Roussel qui racontait comment tu regardais cette photo pendant des années, le curé de son village qui parlait de sa mère avec tant de respect. Il leva les yeux vers Élise. Je me suis rendu compte que j'avais passé ma vie à mépriser les gens comme toi et ta mère. Les gens qui travaillent au dur, qui sont honnêtes, qui ne trichent pas, pendant que moi, qui n'ai jamais rien fait d'autre que dépenser l'argent de papa, je me croyais supérieure. « Tristan » murmura Armand. « Non, laisse-moi finir. J'ai compris quelque chose. Maman m'a élevée pour être comme elle.
calculateur, froid, prêt à tout pour préserver notre position. Mais ce n'est pas l'homme que je veux être. C'est pas l'homme que tu as été, papa. Tu as fait une erreur il y a 30 ans, mais tu essaies de la réparer. Moi, je faisais des erreurs tous les jours et je ne m'en rendais même pas compte. Il se tourna vers Élise, le regard suppliant. Je ne te demande pas de me pardonner, je sais que c'est impossible, mais je voulais que tu saches que je vais témoigner en ta faveur au tribunal. Je vais dire la vérité sur tout ce que j'ai fait et je vais retirer toutes les oppositions légales que j'ai déposées. Élise resta silencieuse un long moment, observant cet homme brisé devant elle. Il avait essayé de détruire sa vie, de la terroriser. Et pourtant, elle voyait dans ses yeux quelque chose qu'elle reconnaissait, le poids de la honte, le désir de rédemption. « Tu sais ce que ma mère m'a appris ?» dit-elle doucement. « Que tout le monde mérite une seconde chance, que l'erreur ne définit pas la personne. » Mais ce qu'elle en fait ensuite, elle tendit la main vers lui. « On recommence. » Tristan fixa la main tendue avec incrédulité, puis éclata en sanglots. Il la serra comme si elle était une bouée de sauvetage. « Merci, » murmura-t-il. « Merci. » Armand observait la scène, les yeux brillants. Ses deux enfants, réunis malgré tout. Peut-être que quelque chose de bon pouvait naître de ce désastre. Le tribunal de grande instance de Lyon était bondé ce matin de janvier. La neige tombait doucement sur la ville, recouvrant les rues d'un manteau blanc qui contrastait avec la tension palpable à l'intérieur du palais de justice. Élise était assise au premier rang, encadrée par Armand d'un côté et Maître Fontaine, son avocat, de l'autre. Ses mains tremblèrent légèrement malgré les paroles rassurantes qu'on lui avait répétées toute la matinée. En face, Isabelle siégeait avec son propre avocat, Maître Renaud, affichant une expression de mépris glacial, le juge Moreau, aucun lien de parenté avec Élise, pure coïncidence, entra dans la salle. C'était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard perçant qui ne semblait rien laisser passer. « L'audience est ouverte », déclara-t-il. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour statuer sur la demande de reconnaissance en paternité de mademoiselle Élise Moreau par monsieur Armand Delacroix, ainsi que sur les contestations déposées par madame Isabelle Delacroix et monsieur Tristan Delacroix concernant cette reconnaissance. » Maître Renaud se leva immédiatement, son costume 3 pièces impeccable. « Votre honneur, ma cliente conteste fermement cette reconnaissance. Nous avons des raisons de croire que mademoiselle Moreau a orchestré une manipulation élaborée pour s'approprier une partie de l'héritage des Delacroix. »« Des preuves ?» demanda sèchement le juge. « Nous avons des témoignages attestant que mademoiselle Moreau s'est comportée de manière inappropriée avec monsieur Delacroix, cherchant à gagner ses faveurs. De plus, nous contestons la validité du test ADN effectué en dehors d'un cadre judiciaire officiel. » Maître Fontaine se leva à son tour. Une femme d'une 50aine d'années, au regard acéré. « Votre honneur, nous avons effectué un second test ADN sous contrôle judiciaire, conformément aux procédures légales. Les résultats sont identiques au premier test. 99,9% de probabilité de paternité. Quant aux accusations de manipulation, elles sont non seulement sans fondement, mais insultantes pour ma cliente qui n'a jamais demandé quoi que ce soit à monsieur Delacroix. » Le juge feuilletait déjà les documents devant lui. « J'ai ici les résultats du test ADN certifié. Il me semble irréfutable, maître Renaud. À moins que vous n'ayez des éléments prouvant une falsification de ces résultats, je suggère que nous passions au témoignage. » Maître Renaud sembla hésiter, puis se rassit, visiblement contrarié. Le premier témoin appelé fut monsieur Beaumont, l'ancien employeur d'Élise. Il monta à la barre avec assurance. « Monsieur Beaumont, pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances vous avez connu mademoiselle Moreau ?» demanda Maître Fontaine. « Elle a travaillé pour mon entreprise pendant 8 mois en 2022. C'était une employée remarquable, ponctuelle, consciencieuse, d'une honnêteté exemplaire. Je me souviens d'un incident où elle avait trouvé 200 € dans un bureau. Elle me les a rapportés immédiatement, alors qu'elle aurait facilement pu les garder. Et quelle est votre opinion sur les accusations d'opportunisme portées contre elle? C'est absurde. Si Élise Moreau voulait de l'argent facile, elle avait 1000 occasions quand elle travaillait pour moi. Elle ne les a jamais saisies. C'est une jeune femme intègre, élevée dans de bonnes valeurs. » Maître Renaud tenta une contre-interrogatoire. N'est-il pas possible que ce comportement honnête ait été calculé, une façon de se construire une réputation pour mieux tromper par la suite? Monsieur Beaumont le fixa avec incrédulité. Vous suggérez qu'une jeune femme de 28 ans aurait construit méthodiquement une réputation d'honnêteté pendant des années, dans l'espoir de tomber par hasard sur son père biologique,
qu'elle ne connaissait même pas. C'est ridicule. Des murmures parcoururent la salle. Le juge réclama le silence. Le témoin suivant fut Madame Roussel. La vieille gouvernante monta à la barre avec dignité, ses cheveux gris parfaitement coiffés en chignon. « Madame Roussel, vous travaillez pour la famille de la Croix depuis combien de temps ?»« 42 ans, madame. Avez-vous observé des changements dans le comportement de monsieur Armand de la Croix au fil des années ?»« Oui. Il y avait une tristesse en lui, quelque chose qu'il cachait. Je l'ai souvent surpris dans son bureau, tard le soir, fixant une photographie, cette photographie d'une petite fille. Je ne savais pas qui elle était à l'époque, mais je voyais la douleur dans ses yeux. Sa voix se brisa légèrement. Quand j'ai compris que cette petite fille était Élise, tout est devenu clair. Monsieur Armand portait ce poids depuis des décennies. Ce n'est pas Élise qui a manipulé qui que ce soit. C'est monsieur Armand qui l'a cherché, qui l'a retrouvé, qui a voulu réparer son erreur. Isabelle se raidit sur son siège, le visage fermé. Puis vint le tour de Tristan. L'atmosphère changea immédiatement quand il s'avança vers la barre. Isabelle se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Tristan, qu'est-ce que tu fais ?» siffla-t-elle. Il l'ignora, prêtant serment d'une voix claire. Maître Fontaine s'approcha doucement. « Monsieur de la Croix, vous étiez initialement opposé à la reconnaissance de votre demi-sœur. Qu'est-ce qui a changé ?» Tristan prit une profonde inspiration. « J'ai fait des choses dont j'ai honte. J'ai engagé des hommes pour intimider Élise. J'ai tenté de soudoyer des témoins. J'ai déposé des recours juridiques uniquement pour retarder la procédure. Tout ça par peur de perdre mon héritage. » Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Même le juge sembla surpris. « Vous admettez avoir organisé une agression ? » ?»« Oui, votre honneur. J'en assume l'entière responsabilité. Je suis prêt à en subir les conséquences. Mais je voulais témoigner aujourd'hui pour dire la vérité. Élise Moreau n'a jamais rien fait de mal. C'est moi et ma mère qui avons tout fait pour la détruire. Et elle ne le méritait pas. » Isabelle était devenue livide. Maître Renaud semblait avoir avalé un citron. « Pourquoi ce changement de position ?» demanda le juge, visiblement intrigué. « Parce que j'ai réalisé que j'étais devenue exactement le genre de personne que je méprisais. Quelqu'un qui croit que l'argent donne tous les droits. Quelqu'un qui écrase les autres pour préserver son confort. Élise m'a montré ce qu'était la vraie dignité. Pas par ses mots, mais par ses actes. Elle aurait eu toutes les raisons de nous détester. De se venger, au lieu de ça, elle m'a offert une seconde chance. » Il se tourna vers Élise, les yeux brillants. « Je suis désolé pour tout. » Le juge nota quelque chose dans son dossier, puis regarda Armand. « Monsieur de la Croix, vous souhaitez témoigner ?» Armand se leva, ajustant sa cravate. À 60 ans, il portait le poids de ses regrets, comme un manteau invisible. « Votre honneur, il y a 32 ans, j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. J'ai abandonné la femme que j'aimais et l'enfant que nous avions conçu ensemble. Je l'ai fait par lâcheté, par ambition, par faiblesse. Claire Moreau méritait mieux. Élise méritait mieux. » Sa voix tremblait maintenant. « J'ai passé 3 décennies à essayer d'oublier, mais c'était impossible. Quand j'ai finalement retrouvé ma fille, j'ai su que je devais tout faire pour réparer ce que j'avais brisé, pas pour me racheter. Je sais que certaines choses sont irréparables, mais parce que c'était juste, parce qu'Élise est ma fille et qu'elle mérite d'être reconnue comme telle. » Il fixa le juge droit dans les yeux. « Je ne demande pas la clémence, je demande la justice, pour Élise, pour sa mère, pour toutes ces années perdues. » Maître Renaud tenta une dernière offensive, présentant des documents censés prouver qu'Élise avait délibérément cherché un emploi au domaine de la Croix. « Elle savait qui était son père, » affirma-t-il. Tout ceci était calculé depuis le début, mais Maître Fontaine démonta facilement l'argument. « Ma cliente a obtenu cet emploi par une agence de placement. Elle ne connaissait même pas le nom de l'employeur avant le premier jour. Voici les documents de l'agence qui le prouvent. » Elle brandit un dossier complet, montrant que l'agence avait proposé plusieurs postes à Élise et qu'elle avait accepté celui du domaine simplement parce qu'il payait légèrement mieux. Le juge leva la main. « J'en ai assez entendu. Nous allons suspendre l'audience pour délibération. Je rendrai ma décision dans 1 heure. » L'heure d'attente sembla durer une éternité. Élise était sortie du tribunal pour prendre l'air, incapable de supporter la tension oppressante de la salle d'audience. La neige continuait de tomber, silencieuse et apaisante, contrastant avec la tempête qui faisait rage dans son esprit. Armand la rejoignit sur les marches du palais de justice, lui tendant un café fumant acheté au distributeur. « Ça va aller ?»
murmura-t-il. « Tu n'en sais rien, répondit Élise d'une voix tremblante. Et si le juge décidait contre nous, si toutes ces semaines, toute cette douleur n'avait servi à rien, alors on fera appel et on continuera à se battre. Je ne t'abandonnerai pas une seconde fois. » Mais même ces paroles rassurantes ne parvenaient pas à calmer l'angoisse qui lui tordait l'estomac. À l'intérieur, Isabelle discutait avec animation avec Maître Renaud, gesticulant avec colère. Tristan, lui, était assis seul dans un coin, la tête entre les mains, comme un homme qui venait de perdre tout ce qui lui donnait un sens. Quand l'huissier annonça la reprise de l'audience, tous regagnèrent leur place dans un silence pesant. Le juge Moreau entra, son visage impassible ne laissant rien transparaître de sa décision. « Avant de rendre mon verdict, dit-il en s'installant, je tiens à préciser quelque chose. Cette affaire m'a profondément troublée, non pas à cause de sa complexité légale. Les tests ADN sont formels et suffisent à établir la paternité. Mais à cause de ce qu'elle révèle sur notre société. » Il balaya la salle du regard. Nous vivons dans un monde où l'argent et la position sociale semblent donner tous les droits, où une femme peut être terrorisée pendant 15 ans pour avoir commis le crime d'aimer, où un enfant innocent doit se battre pour être simplement reconnu par son propre père. Isabelle se raidit sur son siège, mais le juge continua, imperturbable. « J'ai examiné toutes les preuves présentées, les tests ADN, les témoignages, les documents bancaires montrant les virements de Madame Isabelle Delacroix à Claire Moreau. J'ai écouté attentivement chaque personne qui s'est présentée à cette barre. » Il fit une pause, créant une tension presque insoutenable. Cependant, avant de rendre ma décision, je dois entendre un dernier élément qui vient d'être porté à mon attention. Maître Renaud se leva brusquement, un sourire triomphant aux lèvres. « Votre honneur, nous avons découvert de nouvelles preuves qui changent radicalement la donne de cette affaire. » Il fit un signe à un assistant qui apporta une chemise cartonnée. « Nous avons retrouvé des documents prouvant que Claire Moreau a eu plusieurs relations à l'époque où elle prétendait être avec Monsieur Delacroix. Des témoins sont prêts à attester qu'elle fréquentait régulièrement un bar à Vallon-des-Prés où elle rencontrait différents hommes. » Élise sentit son sang se glacer. Comment osait-il salir la mémoire de sa mère? De plus, poursuivit Maître Renaud avec une satisfaction évidente, nous avons fait appel à un expert qui remet en question la fiabilité du test ADN, le docteur Mercier, généticien reconnu, a identifié des anomalies dans la procédure de prélèvement. Un homme d'une 50aine d'années, aux lunettes épaisses, s'avança vers la barre. Il avait l'air de quelqu'un qui avait été grassement payé pour dire exactement ce qu'on attendait de lui. « Docteur Mercier », expliqua-t-il avec un accent pédant, « il existe une marge d'erreur dans tous les tests génétiques. Dans ce cas précis, certains marqueurs sont ambigus. On ne peut donc pas affirmer avec certitude absolue. Vous dites que le résultat de 99,19% est erroné, l'interrompit le juge. Je dis qu'il pourrait y avoir une possibilité, aussi infime soit-elle, que... Oui ou non, docteur? L'expert hésita, visiblement mal à l'aise. Techniquement, il y a toujours une marge d'erreur, même minime. Maître Renaud se tourna vers le tribunal avec un geste théâtral. Votre honneur, compte tenu de ces nouveaux éléments, les relations multiples de Claire Moreau et l'incertitude du test ADN, nous demandons que cette reconnaissance soit refusée jusqu'à ce que des tests complémentaires soient effectués. Élise se sentit s'effondrer intérieurement. Elle voyait déjà la suite, des mois, peut-être des années de procédures supplémentaires, des tests à refaire. Sa mère s'allie publiquement. Et pourquoi? Pour qu'au final, rien ne change. Armand se tourna vers elle, cherchant à la rassurer, mais pour la première fois, elle vit du doute dans ses yeux, un doute infime, presque imperceptible, mais qui était là, et ce doute la brisa plus que toutes les accusations d'Isabelle. Le juge parcourut les documents présentés par Maître Renaud, son visage se durcissant, ses témoignages sur les prétendues relations de Madame Moreau, ils datent de quand exactement? De l'année 1992, votre honneur, il y a 33 ans, et ces témoins se souviennent avec précision des faits et gestes d'une jeune femme dans un bar de village. Oui, votre honneur. Combien avez-vous payé pour ces témoignages, Maître Renaud? L'avocat pâlit. Votre honneur, c'est une accusation. Répondez à la question. Le silence qui suivit fut éloquent. Le juge se tourna alors vers l'expert. Docteur Mercier, êtes-vous en train de me dire qu'un test ADN certifié par un laboratoire agréé, montrant 99,9% de probabilité, n'est pas fiable?
Il y a toujours une marge d'erreur théorique. Théorique, je vois. Le juge posa ses lunettes et regarda longuement Élise. Elle avait l'impression d'être complètement transparente, comme si toute sa vie était exposée sous ce regard scrutateur. Mademoiselle Moreau, voulez-vous ajouter quelque chose avant que je ne rende ma décision? Élise se leva lentement, les jambes tremblantes. Toute la salle attendait. Elle voulait parler, défendre sa mère, se défendre elle-même, mais les mots se bloquaient dans sa gorge. Elle regarda Armand. Le doute était toujours là, aussi petit soit-il. Elle regarda Tristan, qui la fixait avec une expression suppliante. Elle regarda Isabelle, dont le visage affichait un sourire satisfait à peine dissimulé, et soudain, elle en eut assez. « Non », dit-elle, d'une voix claire, « je n'ai rien à ajouter, parce que ça ne devrait pas être aussi difficile. Être reconnue comme la fille de son père ne devrait pas demander autant de souffrance. Autant de combats. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Ma mère est morte en me protégeant des gens comme vous, dit-elle en fixant Isabelle. Elle a vécu dans la peur pendant des années, parce qu'on l'a menacée, parce qu'on a acheté son silence. Et maintenant, vous essayez de salir sa mémoire pour me priver de ce qui m'appartient. Le droit de connaître mon père. Sa voix se brisa complètement. Mais vous savez quoi? Vous avez peut-être gagné, parce que je ne veux plus de ça. Je ne veux plus me battre. Je ne veux plus voir du doute dans les yeux de mon père. Je ne veux plus entendre des mensonges sur ma mère. Alors gardez votre argent, gardez votre nom, gardez tout, moi. Je veux juste partir. Elle se tourna vers Armand, le cœur brisé. Je suis désolée. J'ai essayé, mais je ne peux plus. Et elle quitta la salle d'audience sous les regards stupéfaits de tous. Armand resta figé un instant, puis quelque chose se produisit en lui, quelque chose de profond, de définitif. Il se leva brusquement, renversant presque sa chaise. « Élise, attends !» Il se précipita hors de la salle, laissant derrière lui un tribunal en émoi. Le juge frappa de son marteau. Monsieur Delacroix revenait immédiatement, mais Armand n'écoutait plus. Il rattrapa Élise dans le couloir, la retenant par le bras. « Ne pars pas, s'il te plaît, ne pars pas. »« Pourquoi ?» sanglota-t-elle. « Tu as douté. J'ai vu le doute dans tes yeux. Une seconde, admit-il, les larmes aux yeux. Une horrible seconde où la peur a été plus forte que la certitude. Mais c'était il y a une minute. Maintenant, il n'y a plus aucun doute. Même si tous les tests du monde disaient le contraire, même si toutes les preuves s'évaporaient, tu resterais ma fille, parce que je le sais ici. » Il posa la main sur son cœur. « Tu es ma fille. Élise, tu l'as toujours été, et je ne te laisserai plus jamais croire le contraire. » Dans le couloir du palais de justice, Armand tenait toujours Élise par les épaules, leur visage baigné de larmes. Autour d'eux, les gens passaient, curieux, mais ils ne les voyaient pas. Il n'y avait plus que ce moment, ce père et cette fille, réunis dans la douleur et l'amour. « Rentre avec moi », supplia Armand. « Rentre dans cette salle et laisse-moi me battre pour toi. Laisse-moi être le père que j'aurais dû être depuis le début. » Élise hésita, le cœur déchiré. Elle voulait croire, elle voulait espérer, mais la peur de souffrir encore était trop forte. C'est alors qu'une voix s'éleva derrière eux. « Élise, attends !» Tristan s'approchait, suivi de Maître Fontaine, et, étonnamment, de Madame Roussel. « Tu ne peux pas abandonner maintenant, » dit Tristan d'une voix pressante, « pas après tout ce qu'on a traversé. Pourquoi est-ce que je devrais continuer, pour être humiliée encore, pour voir ma mère traîner dans la boue ? » « Non, » intervint Madame Roussel en s'avançant, « pour que justice soit rendue, pour que ta mère, Claire, soit enfin vengée de toutes ces années de silence forcé. » La vieille gouvernante prit les mains d'Élise dans les siennes. « Ma petite, j'ai connu ta mère. Elle venait parfois au domaine chercher Monsieur Armand avant leur rupture. C'était il y a plus de 30 ans, mais je me souviens d'elle. Une femme douce, courageuse, qui riait avec les yeux. Elle ne mérite pas que son souvenir soit sali par les mensonges d'Isabelle. » Maître Fontaine s'approcha à son tour. « Élise, si tu abandonnes maintenant, Isabelle gagne. Elle aura détruit non seulement ta vie, mais aussi l'honneur de ta mère. C'est ça que tu veux. » Élise essuya rageusement ses larmes. « Non, non, ce n'était pas ce qu'elle voulait. Sa mère avait été forte. Sa mère s'était battue seule pendant des années. Elle lui devait au moins ça. »« D'accord, » murmura-t-elle. « D'accord, je rentre. » Ils retournèrent ensemble dans la salle d'audience.
Le juge Moreau, qui avait attendu avec une patience remarquable, leva les yeux à leur entrée. « Ah, les voilà, monsieur Delacroix. Mademoiselle Moreau, veuillez reprendre vos places. » Une fois tout le monde installé, le juge se leva. Son expression était grave, presque solennelle. Ce que je viens de voir dans ce couloir m'a beaucoup appris. J'ai vu un père désespéré rattraper sa fille. J'ai vu une famille, aussi imparfaite soit-elle, se serrer les coudes. Et j'ai compris quelque chose. Il fixa Isabelle droit dans les yeux. « Madame Delacroix, votre avocat a présenté des témoignages sur les prétendues relations multiples de Claire Moreau. J'ai fait vérifier ces témoins pendant la suspension d'audience. Devinez quoi ? 2 d'entre eux ont des dettes importantes récemment effacées par des virements anonymes. Le 3e est un cousin éloigné de votre famille. Ces témoignages ne valent rien. » Isabelle pâlit, mais garda le silence. « Quant au docteur Mercier, poursuivit le juge d'un ton cinglant. J'ai contacté l'ordre des médecins. Il a été sanctionné 3 fois pour avoir fourni de faux témoignages d'experts contre rémunération. Son avis ne pèse rien face aux tests ADN certifiés par des laboratoires reconnus. Maître Renaud voulut protester, mais le juge leva la main. « Taisez-vous, maître. Vous avez déshonoré votre profession aujourd'hui. Je demanderai au bâtonnier d'examiner votre conduite. » Il se tourna alors vers Armand, son expression s'adoucissant légèrement. « Monsieur Delacroix, levez-vous. » Armand obéit, le cœur battant. « Ce que vous avez fait il y a quelques minutes, quitter cette salle pour rattraper votre fille, en dit plus long que tous les témoignages du monde. Vous avez choisi, enfin, après 32 ans, vous avez choisi. » Le juge prit une profonde inspiration. « J'ai rarement vu une affaire aussi claire sur le plan légal mais aussi complexe sur le plan humain. Les tests ADN sont irréfutables. Les témoignages en faveur de mademoiselle Moreau sont nombreux et crédibles. Les accusations portées contre elle sont manifestement infondées et motivées par la cupidité. Il frappa son marteau une fois. Par conséquent, je statue en faveur de la reconnaissance en paternité. Élise Moreau est officiellement reconnue comme la fille biologique d'Armand Delacroix, avec tous les droits qui en découlent, y compris les droits successoraux. » Un murmure parcourut la salle. Élise sentit ses jambes se dérober. Armand la rattrapa, la serrant contre lui pendant qu'elle éclatait en sanglots de soulagement. « Cependant, » continua le juge d'une voix plus dure, « je dois également statuer sur les actions illégales commises au cours de cette affaire. » Il se tourna vers Tristan. « Monsieur Tristan Delacroix, vous avez admis avoir orchestré une agression, bien que votre sincérité et votre repentir soient évidents. La loi doit être respectée. Je vous condamne à 6 mois de prison avec sursis et 2 ans de mise à l'épreuve. Vous devrez également effectuer 300 heures de travail d'intérêt général. » Tristan hocha la tête, acceptant le verdict sans broncher. Le juge tourna ensuite son attention vers Isabelle. « Madame Delacroix, les preuves montrent que vous avez menacé et intimidé Claire Moreau pendant 15 ans. Vous avez orchestré une campagne de diffamation contre mademoiselle Élise Moreau. Vous avez tenté de corrompre la justice avec de faux témoignages. » Isabelle se leva brusquement, la rage déformant ses traits. « Vous n'avez pas le droit. Cette fille n'est qu'une... » « Silence, » tonna le juge. « 1 mot de plus, et je vous inculpe pour outrage à magistrat. » Isabelle se rassit, tremblante de fureur contenue. « Je vous condamne à une amende de 50 000 € pour diffamation et intimidation. Je transmets également ce dossier au procureur pour qu'il examine d'éventuelles poursuites pénales concernant les menaces contre Claire Moreau. » Il frappa à nouveau son marteau. L'audience est levée. À la sortie du tribunal, une petite foule s'était rassemblée. Des journalistes, des curieux, mais aussi des gens qui avaient suivi l'affaire et voulaient témoigner leur soutien à Élise. Monsieur Beaumont était là, applaudissant, plusieurs voisins d'Élise également, tenant des pancartes maladroites avec des messages de soutien. Même le curé de Vallon-des-Prés avait fait le déplacement. Armand serra Élise contre lui, protecteur face aux caméras. « Comment vous sentez-vous, mademoiselle Moreau ?» cria un journaliste. Élise s'arrêta, réfléchit un instant, puis se tourna vers les caméras. « Je me sens complète pour la première fois de ma vie. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens, et je sais que ma mère serait fière. » Sa voix se raffermit. « Ma mère, Claire Moreau, était une femme extraordinaire. Elle m'a élevée seule dans des conditions difficiles, sans jamais se plaindre, sans jamais dire du mal de personne. Elle m'a appris la dignité, le travail, l'honnêteté. Et aujourd'hui, justice lui a été rendue. C'est pour elle que je me suis battue.
Les applaudissements éclatèrent spontanément. Même certains journalistes semblaient émus. Tristan s'approcha timidement. « Élise, je sais que j'ai beaucoup à me faire pardonner. Mais si tu me laisses une chance, j'aimerais apprendre à être un vrai frère. » Élise le regarda longuement, puis lui tendit la main. Il la serra avec reconnaissance, les yeux brillants. « On va y arriver, » dit-elle doucement, ensemble, dans la voiture qui les ramenait au domaine. Armand tenait la main d'Élise, incapable de la lâcher, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse à nouveau. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda Élise. « Le divorce avec Isabelle sera finalisé dans quelques mois. Elle quittera le domaine définitivement. Ensuite, on organisera tout. La reconnaissance officielle, la modification du testament, tout ce qui est nécessaire légalement. » Il se tourna vers elle, les yeux brillants. « Mais surtout, on va apprendre à se connaître, à être une vraie famille. Ça ne va pas être facile. Il y a 32 ans à rattraper. Mais on a le temps maintenant. On a tout le temps du monde. » Élise posa sa tête sur son épaule. Épuisée mais heureuse. « Papa » murmura-t-elle pour la première fois. Armand éclata en sanglots, serrant sa fille contre lui. « Ma fille, ma petite fille », derrière eux, dans une autre voiture. Isabelle regardait le paysage défiler, le visage figé dans une expression de défaite amère. Elle avait tout perdu, son mari, sa position, son pouvoir, et tout ça à cause d'une photographie oubliée dans un cadre doré. Mais pour Armand et Élise, tout ne faisait que commencer. 32 ans d'absence ne s'effaceraient pas du jour au lendemain, mais ils avaient maintenant la chose la plus précieuse, une chance de construire ensemble, une chance de devenir enfin une vraie famille. 6 mois avaient repassé depuis le verdict. Le printemps avait transformé les jardins du domaine de la Croix en un océan de couleurs. Les roses grimpèrent le long des murs de pierre, les glycines parfumaient l'air d'une douceur enivrante, et les cerisiers en fleurs créaient un dais rose et blanc sous lequel on pouvait marcher pendant des heures. Élise se promenait lentement dans ces jardins qu'elle connaissait maintenant par cœur. Elle n'était plus l'employée de maison qui nettoyait les sols en baissant les yeux. Elle était Élise de la Croix, fille officiellement reconnue d'Armand, et cette identité commençait enfin à ne plus lui sembler étrangère. Armand la rejoignit sous un vieux chêne centenaire, 2 tasses de thé fumantes dans les mains, à 61 ans. Il semblait avoir rajeuni de 10 ans. Le poids de la culpabilité qui l'avait écrasé pendant 3 décennies s'était allégé, remplacé par quelque chose de plus lumineux. « L'espoir, tu as l'air songeuse ?» dit-il en lui tendant une tasse. Je pensais à maman. Elle aurait adoré cet endroit. Armand s'assit sur le banc de pierre à côté d'elle, le regard perdu dans les souvenirs. Claire adorait la nature. Je me souviens d'une promenade qu'on avait faite au bord de l'Allier. Près de Vallon-des-Prés, elle connaissait le nom de toutes les fleurs, de tous les oiseaux. Elle m'avait fait découvrir un monde que je ne voyais même plus. Élise sourit doucement. Ces derniers mois, Armand lui avait raconté des dizaines d'histoires sur Claire. Chaque récit était un trésor, un fragment de sa mère qu'elle n'avait jamais connue. La jeune femme insouciante avant que la vie ne devienne difficile, l'amoureuse passionnée, la rêveuse. « J'ai quelque chose pour toi », dit Armand en sortant une enveloppe de sa poche. « Ça m'a pris des mois, mais j'ai réussi à retrouver d'autres photos de ta mère, des photos de nous deux, à l'époque. » Élise ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une dizaine de photographies jaunies, sa mère, jeune et radieuse, riant aux éclats, sa mère dans les bras d'Armand, leur visage rayonnant de bonheur, sa mère enceinte, une main protectrice sur son ventre, un sourire serein aux lèvres. Les larmes coulèrent librement sur les joues d'Élise. « Merci », murmura-t-elle. « Merci de me la rendre. C'est moi qui te remercie, pour m'avoir donné une seconde chance, pour m'avoir permis d'être enfin ton père. » Ils restèrent ainsi un long moment, partageant ce silence paisible qui unit ceux qui ont traversé les tempêtes ensemble. Dans l'aile ouest du domaine, Tristan rangeait ses affaires, pas pour partir, mais pour réorganiser sa vie. Ces 6 mois avaient été transformateurs pour lui aussi. Le travail d'intérêt général qu'il effectuait dans un centre d'accueil pour sans-abri lui avait ouvert les yeux sur un monde qu'il avait toujours ignoré. Élise frappa doucement à sa porte. « Je peux entrer. » Bien sûr. Elle s'assit sur le lit pendant qu'il continuait à trier des papiers. « Comment ça se passe, le centre d'accueil ? Difficile, humiliant parfois, mais nécessaire.
J'ai rencontré des gens qui ont perdu leur travail, leur famille, tout, des gens qui n'ont pas eu ma chance de naître avec une cuillère en argent dans la bouche. Ça me fait réfléchir. Il posa la pile de documents et se tourna vers elle. Tu sais ce que j'ai réalisé? Que toi et ta mère, vous avez vécu comme certaines personnes que j'aide maintenant, à un salaire près de la catastrophe, sans filet de sécurité. Et moi, je vous méprisais. Je me croyais supérieure alors que je n'étais qu'un gamin pourri gâté. Tu n'es plus ce gamin, dit doucement Élise. Non, mais ça me prendra du temps pour devenir l'homme que je veux être. L'homme que papa a essayé d'être pour toi ces derniers mois. Élise lui serra l'épaule avec affection. Leur relation de frère et sœur n'était pas parfaite, mais elle était réelle. Ils construisaient quelque chose de nouveau, basé sur l'honnêteté et le respect mutuel. Au fait, dit Tristan avec un sourire hésitant, j'ai décidé de reprendre des études, en travail social. Papa pense que je suis fou, mais je pense que c'est merveilleux, l'interrompit Élise. Maman aurait adoré ça. Le sourire de Tristan s'élargit. Sincère pour la première fois depuis longtemps, le soir venu, la famille se réunit pour dîner dans la salle à manger, mais pas la grande salle formelle où Isabelle avait régné pendant des décennies, une petite salle plus intime, avec une table en bois brut et des chaises dépareillées qu'Élise avait choisies elle-même. Madame Roussel servit le repas avec un sourire maternel. Elle avait pris Élise sous son aile ces derniers mois, lui enseignant 1000 petites choses sur la gestion d'une grande maison, mais surtout devenant une figure grand-maternelle dont elle avait toujours rêvé. « Des nouvelles d'Isabelle ?» demanda Élise en coupant son pain. Armand soupira. Elle vit à Paris maintenant, dans un appartement confortable que le divorce lui a permis d'acheter. Elle refuse toujours de me parler, mais c'est probablement mieux ainsi. « Elle me manque un peu », admit Tristan. « Pas la manipulatrice qui a détruit des vies, mais ma mère. Tu vois, celle qui me lisait des histoires quand j'étais petit. C'est normal, » dit Élise avec compassion. L'amour et la déception peuvent coexister. On peut aimer quelqu'un et reconnaître qu'il nous a fait du mal. Armand leva son verre de vin. À Claire Moreau, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Sans qui je ne serais pas devenu l'homme que j'essaie d'être aujourd'hui. Élise et Tristan levèrent leurs verres. Trinquant en l'honneur de cette femme qui avait tant sacrifié, après le dîner, Armand emmena Élise dans son bureau. Sur le mur, là où se trouvait autrefois la petite photographie cachée, il avait installé un grand cadre, à l'intérieur, un montage de photos, Claire jeune et souriante, Élise enfant sur sa balançoire, et une nouvelle photo prise le mois dernier montrant Armand et Élise côte à côte dans les jardins. « J'ai aussi fait quelque chose d'autre », dit Armand en lui tendant des documents officiels. « J'ai créé la fondation Claire Moreau. Elle aidera les mères célibataires en difficulté financière à élever leurs enfants dans la dignité, à obtenir une formation, un logement décent, un soutien. » Élise lut les documents, les larmes aux yeux. « Papa, c'est magnifique. C'est le moins que je puisse faire. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux essayer d'empêcher que d'autres femmes vivent ce que ta mère a vécu. La fondation est dotée de 3 millions d'euros pour commencer, toi et Tristan. Vous en serez les administrateurs après ma mort. Ne parle pas de mort, protesta Élise. Je suis réaliste, ma chérie. J'ai 61 ans, mais je compte bien profiter de chaque instant avec toi. On a 32 ans à rattraper, tu te souviens ? Il ouvrit un tiroir et en sortit un document supplémentaire. Le testament a été officiellement modifié. Toi et Tristan partagez l'héritage de manière égale. Le domaine vous reviendra conjointement. J'espère que vous en ferez quelque chose de beau. Peut-être un lieu pour accueillir les familles aidées par la fondation, ou autre chose. C'est à vous de décider. Élise regarda autour d'elle. Cette maison qui lui avait semblé si intimidante 6 mois plus tôt. Elle imaginait déjà des enfants courant dans les jardins, des mères retrouvant l'espoir dans ses murs, des familles reconstruites. On va honorer sa mémoire, promit-elle. Maman, et toutes les femmes comme elle, cette nuit-là, Élise ne parvenait pas à trouver le sommeil. Elle descendit dans la bibliothèque, alluma une petite lampe et sortit la boîte en métal qu'elle avait apportée de son ancien appartement, la lettre de sa mère, celle qu'elle n'avait jamais eu le courage d'ouvrir complètement, l'attendait, cette fois, elle la lut entièrement. « Ma chère Élise, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. J'espère que tu as vécu une belle vie, que tu as trouvé l'amour, que tu as réalisé tes rêves.
Je veux que tu saches que tu as été la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Chaque sourire, chaque rire, chaque moment passé avec toi a valu tous les sacrifices. Je ne regrette rien. Si un jour tu rencontres ton père, ne le juge pas trop durement. Il a fait une erreur. Mais c'était un homme bon. Un homme que j'ai aimé profondément. J'espère qu'il aura trouvé le courage de te chercher. J'espère que tu lui donneras une chance. Sois forte, ma chérie. Sois gentille. Sois toi-même. Et n'oublie jamais, tu vaux tous les trésors du monde. Pas à cause de ton nom, pas à cause de l'argent, mais à cause de qui tu es. Je t'aimerai toujours. Où que je sois, maman. Élise pleura doucement, serrant la lettre contre son cœur. Sa mère lui avait donné sa bénédiction. Même par-delà la mort, elle pouvait maintenant avancer sans culpabilité, sans regret. Le lendemain matin, Armand et Élise marchèrent ensemble dans les jardins dorés par le soleil levant. Les oiseaux chantaient, les fleurs s'ouvraient à la lumière, et le monde semblait nouveau. « Papa, » dit Élise en s'arrêtant sous le cerisier en fleurs, « je te pardonne, pour tout. » Armand s'immobilisa, les yeux brillants de larmes. « Tu es sûre ? J'en suis certaine. Maman l'aurait voulu, et moi aussi. » Il la prit dans ses bras, la serrant comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. « Merci ma fille, merci. » Et là, sous les pétales qui tombaient doucement comme une neige parfumée, un père et sa fille retrouvés comprirent que le passé ne faisait plus mal.